Je suis descendu avec l'infirmier anesthésiste, puisque c'était nous qui étions dans l'ambulance de tête, pour demander aux policiers, c'était des policiers casqués, de bleu vêtu, bleu nuit, avec, je crois que c'était les anti-gangs. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas, de façon générale. Alors, le policier qui était devant moi, il y avait plusieurs autres, je me suis présenté en lui disant que j'étais médecin et que vu la situation, nous étions venus, et comme il le voyait, il le constatait, il y avait 5 ambulances, nous voulons entrer dans le stade pour récupérer des blessés s'il y en a. Alors, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit s'il vous plaît, attendez, parce qu'il faut que je demande l'autorisation à ma hiérarchie. Je lui ai répliqué, je dis, mais il y a des blessés, vous en êtes conscient, mais il faut que nous puissions les prendre en charge. C'est pour cela que nous sommes venus en force. Il m'a dit, non, je prends référence auprès de mes chefs. Il a effectivement pris un téléphone, il s'est un peu éloigné, il a appelé. Je ne sais pas qui l'a appelé. Et puis après, il est revenu vers nous. Il m'a dit, ne vous en faites pas, nous n'avons pas besoin. Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre en charge les blessés et nous allons vous les amener à l'hôpital si c'est nécessaire, sinon nous allons les amener dans les autres hôpitaux où il y aura de la place. On a dit, d'accord, puisque c'est votre décision. Nous avons décidé donc d'aller dans les quartiers parce qu'on nous avait informé à l'hôpital qu'il y avait des blessés qui étaient couchés dans les quartiers, en particulier à Dixine Bora, à l'Andrea Port, et puis dans le quartier de Dixine. Nous sommes ainsi sortis, les 5 ambulances, se suivant pour aller dans le quartier. Dans le quartier de l'Andrea Port, nous avons été stoppés par une patrouille de bérets rouges qui nous a arrêtés pour nous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? De toutes les façons, tous ceux qui ont fait des conneries, nous allons les avoir et nous allons les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. Alors je lui ai dit, j'ai essayé de lui répondre que moi j'étais médecin, que je n'avais rien à voir avec quoi que ce soit. J'essayais de faire mon travail et c'est tout. L'anesthésiste qui était avec moi m'a dit, ne discute avec personne, nous sommes venus pour travailler et il faut qu'on continue. Alors sur ces faits, ils ont laissé la route, nous avons continué. Il n'y a pas eu de violence, hein, ça je l'assure. Mais dans le quartier, comme il y avait beaucoup de bérets rouges, les gens avaient peur de dire qu'ils avaient hébergé des blessés. Ils nous faisaient des signes. Certains faisaient comme ça, en nous voyant passer. D'autres nous faisaient ce genre de signes pour nous dire qu'ils avaient des blessés. Et nous aussi, on leur disait que nous allons revenir plus tard quand il y aura une situation un peu plus sereine. Nous avons ainsi continué vers Dixine Bora, vers là où habite M. Mamadou Silla, dans cette zone-là. Nous avons fait tout le quartier où nous avons commencé à ramasser des blessés qui étaient là, des gens qui nous voyaient, qui nous signalaient, et puis on les embarquait pour les amener vers l'hôpital. Nous avons fait un tour complet, nous sommes revenus sur nos pas. Nous avons aussi embarqué quelques blessés et nous sommes revenus vers l'hôpital. Mais dans ce lot de blessés, il n'y avait pas, bien heureusement, de blessés très graves. Il y avait des coupures au niveau des cuisses, au niveau des jambes et autres, mais il n'y avait pas de blessés véritablement graves qui mettaient en vie la vie en danger de ces gens-là que nous avons pris en ce moment précis. Nous sommes ainsi revenus à l'hôpital. Nous avons remis ce que nous avons récupéré à l'équipe qui était sur place. Et puis, nous avons essayé, nous les avons pris en charge. J'ai appelé à l'époque la directrice qui était dans son bureau, qui venait de quitter justement, mais son adjoint était là au service des urgences. Et avec lui, nous avons essayé d'organiser la prise en charge qui était déjà bien en place et bien avancée.
pour les premiers blessés qui étaient arrivés. Et puis, entre-temps, il y a des militaires, on ne sait pas d'où ils venaient, qui ont essayé de s'introduire dans l'hôpital. Et ils ont même jeté une grenade lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Alors, les médecins et le personnel infirmier se sentent frustrés. Beaucoup se sont levés et ont couru vers la porte avec des menaces en disant « tuez-nous tous, si c'est ça votre vœu ». Et après, la situation s'est calmée. Il y avait des militaires, 2, je crois, qui étaient dans la salle des urgences. L'équipe les a fait chasser pour qu'ils sortent de l'hôpital. Entre-temps, un officier est venu qui les a instruits de quitter immédiatement l'hôpital. Ils se sont exécutés, ils sont partis. Et puis, on a commencé à voir les femmes qui avaient eu des sévices. Mes assistants m'avaient parlé de celles qui étaient venues. Une partie était déjà partie à leur domicile. Et puis, il y en a qui étaient restés. Et dans les jours qui ont suivi, nous avons continué à recevoir les femmes violées qui ont pris le courage après de venir à l'hôpital. Voilà ce que je sais de la situation du 28 septembre. Ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Et nous avons continué le travail. Je suis rentré ce jour-là à mon domicile aux alentours de 21h parce que tout le monde me conseillait de ne pas partir très tôt, d'attendre que la situation se calme avant de partir. Et c'était le cas aussi pour mes autres collègues, chefs de service qui étaient dans l'hôpital. Ce jour, à quel moment vous avez décidé de prendre les ambulances et de partir vers... C'était dans l'après-midi. Je ne me souviens plus de l'heure, parce que ça fait il y a très longtemps quand même. Mais c'était dans l'après-midi. L'après-midi, il ne faisait pas nuit. Hein. Non. Et quand vous êtes venu au niveau du stade, vous avez dit que le stade était fermé. Le stade était fermé. Enfin, en tout cas, les grilles, là. Lorsque vous dépassez l'esplanade et que vous allez, vous avez des grilles qui sont là. Ces grilles-là étaient fermées. La porte du stade, vous êtes venu vers la porte du stade? Esplanade centrale, là. Il y a des portes là-bas. Vous savez, c'est une succession de grilles. Et ces grilles-là étaient fermées. Et est-ce qu'en ce moment, il y avait encore des citoyens au stade? Je n'ai vu que des militaires. Parce qu'on n'entendait plus de coups de feu depuis très longtemps. Et on vous a dit que vous ne pouvez pas y accéder? On nous a dit, puisqu'on était un certain nombre, qu'on ne pouvait pas y accéder. Et qu'il fallait l'autorisation de la hiérarchie pour que nous puissions y aller. Et vous n'avez pas pu? Non. C'est après que vous êtes venu dans le quartier et que nous avons récupéré des blessés. D'abord, vous avez dit vers le quartier L'Andrea Port. Vers le quartier L'Andrea, on n'a pas osé s'arrêter. Les bérets rouges sont venus oui, nous barrer la route et puis nous tenir des propos un peu vigoureux. Vous empêchant d'être en contact avec les quelques blessés qui étaient là. En tout cas, nous avons eu l'impression que les gens du quartier avaient peur de leur présence. Parce qu'il semble, et ça c'est après que je l'ai appris, je ne peux pas le certifier puisque je n'ai pas vécu ça, que les bérets rouges étaient passés et ils ont essayé de faire les maisons pour retrouver des rescapés du stade. Mais je pense que la population, surtout les femmes, se sont liguées pour empêcher quoi que ce soit. Mais ça, ce n'est pas passé devant moi. Je le précise. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais par contre, nous, ils nous ont empêchés. Vous avez décidé avec qui de prendre les ambulances pour vous rendre au stade? Alors, avec un certain nombre de médecins qui étaient là et puis le directeur adjoint de l'hôpital qui était là. Et tout le monde était d'accord sur la démarche. Et la directrice de l'hôpital n'était pas là? Elle était à son bureau en ce moment-là, mais elle était dans l'hôpital. Elle n'a pas assisté à cette prise de décision? Elle était au courant. Je pense qu'elle a dû en discuter avec son adjoint.
pendant que nous étions en train de nous mobiliser pour voir ceux qui pouvaient partir dans l'ambulance. C'est essentiellement les secouristes. Et comme les autres institutions ne dépendaient pas de l'hôpital, Médecins sans frontières, et puis la Croix-Rouge guinéenne et les sapeurs-pompiers, chacun, lorsque les gens ont été mis au courant, étaient décidés à partir. Parce que tout le monde avait compris qu'il y avait certainement des blessés qui n'avaient pas pu venir vers l'hôpital. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Professeur, bonjour. Bonjour. Oui. Je voudrais revenir sur votre présence au stade, à l'Esplanade. Vous êtes arrivé à quelle heure? L'heure, je ne m'en souviens plus. Vous êtes venu pendant que le massacre était terminé? Alors, je ne sais pas comment il faut répondre à cette question. Nous sommes arrivés au stade parce que nous avons vu l'affluence des blessés et nous avons décidé, nous nous sommes dit qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui n'étaient pas encore venues à l'hôpital. C'était la raison d'ailleurs de notre départ de l'hôpital et c'était pour ça. À l'Esplanade, est-ce que vous avez rencontré des citoyens, des civils? Non. À l'Esplanade? C'était désert, il n'y avait plus que des agents de sécurité partout. Alors, quels sont les agents, quels sont les corps que vous avez Le remarqués? corps que nous avons vu, en tout cas, à la porte, c'était les anti-gangs, ceux qui portent des genouillères et des machins et des casques là. C'est ceux-là là que nous avons vu. Des policiers de CMS? Des policiers. CMS. Voilà, c'est ça. Ok. Vous avez échangé avec qui vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur? Je ne le connais pas. C'est un policier. C'est un policier. Un policier. Vous ne le connaissez pas? Non. Il vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur du stade? Il a dit qu'il allait demander l'autorisation de sa hiérarchie. Et après conversation avec sa hiérarchie? Il nous a dit qu'ils allaient s'en charger eux-mêmes. D'accord. Alors, quand vous êtes revenu à Dixine, dans le quartier, vous dites avoir rencontré des militaires bérets rouges. Oui. Qui étaient armés. Hein. Armés. Quel était leur comportement dans le quartier? Bon, ils avaient l'air assez énervés et on dirait qu'ils n'étaient pas en possession de toute leur... Pour le médecin que je suis, je pense que, bon, ils avaient peut-être... en tout cas, ils n'étaient pas tout à fait... Ils n'avaient pas un comportement normal parce qu'ils étaient un peu agressifs. Ils étaient agressifs. Ouais. Est-ce qu'ils n'étaient pas, selon votre analyse, ils n'étaient pas dans le quartier pour rechercher encore les personnes qui étaient au stade? Ils n'étaient pas dans une patrouille pour rechercher les victimes encore dans le quartier? C'est possible. Selon votre analyse. C'est possible. Vous n'avez pas remarqué quelqu'un, une autorité militaire dans ce groupe? Non. De bérets rouges, vous n'avez remarqué personne? Non. Je pense que c'est des bérets rouges de base. Hein. Je n'ai pas vu quelqu'un qui portait un galon. Je crois qu'il y avait non. Non. Aucun d'eux n'avait un galon. Ils avaient le béret rouge, ça c'est sûr. Ils avaient des fusils d'assaut. Et puis voilà. Donc vous confirmez que c'est les bérets rouges? Ça, c'est les bérets rouges, c'est sûr, parce qu'ils avaient le béret rouge. Alors nous allons revenir sur la question de la prise en charge. Quand vous avez réussi à avoir certains blessés pour les conduire aux urgences de Donka, je voulais savoir précisément à quelle heure vous avez constaté la présence des militaires et de quel corps dans l'enceinte de Donka. Bon, ça, je crois que c'est des militaires normaux, hein, si on peut s'exprimer ainsi, qui étaient dans des tenues vertes. Je crois que c'était des tenues vertes, le vert militaire. Et qui avaient, certains avaient des calots, d'autres avaient des casques. Ils portent des bérets rouges? Non, ceux-là, là, je ne les ai pas vus avec des bérets rouges. Quelle était leur attitude? Puisque vous avez parlé de quelque chose. Ils avaient une attitude agressive. Agressive. Oui. Même envers le corps médical. La preuve, ils ont jeté une grenade dans la cour de l'hôpital en ce moment. En ce moment. Oui. C'était la journée. C'était dans l'après-midi. Je crois que c'est aux alentours de 17h peut-être, je peux dire. Parce que nous, on est revenus du stade, peut-être un peu plus tard, parce que le soleil était
vraiment en train de se coucher, quoi. Je pense. Professeur, je voudrais que vous confirmiez cela, la présence effective des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka. Il n'était pas dans auparavant, quand il y a des questions, des mouvements qui conduisent à des débordements, vous recevez des victimes. Est-ce que ce jour, l'atmosphère qui régnait à Donka était la même atmosphère au Cap? Non, ce n'était pas la même atmosphère. Il y avait une atmosphère de colère et de révolte. De colère et de révolte parmi le corps médical. Ça, c'était, je ne sais pas, un sentiment de haine envers ceux qui... c'est le sentiment que nous avons eu, parce qu'ils étaient très offensifs, en fait. Très offensif. Oui. Vous étiez là-bas. Les événements ont commencé à votre présence. J'étais au bureau, dans mon bureau. Vous avez pris le soin d'aller au stade. Vous avez Après. Avec des ambulances. Vous avez pris certains blessés pour les conduire aux urgences. Professeur, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu à apprendre l'irruption des bérets rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donka? Est-ce que vous avez appris cela? J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas là. Vous n'êtes pas allé à... Je n'étais pas là, mais les gens, enfin, mon équipe de garde qui était sur place m'a dit qu'il y a eu une éruption de bérets rouges au niveau de la pharmacie de l'hôpital. J'en ai entendu parler. J'ai essayé de demander confirmation auprès d'autres qui m'ont dit, mais je n'étais pas là physiquement en ce moment-là. Mais qui vous ont confirmé effectivement Qu'il y a eu ça, oui. qu'il y a eu l'éruption des bérets rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donka. Voilà. Parce que vous savez, le service de gynéco, il est au fond de l'hôpital. Hein, et les urgences, c'est au début de l'hôpital. Donc quand ça se passait, j'étais certainement vers la maternité, vers mon service. Sur la question des femmes victimes de viol, à quel moment précisément votre service, étant le chef de service de la gynéco, vous avez commencé à recevoir les femmes victimes de viol et de violences sexuelles? Alors, en réalité, le même jour, l'équipe qui était là avait déjà reçu des femmes victimes de violences. Alors, l'histoire qu'elles racontaient le plus souvent, c'est qu'elles ont été attaquées, déshabillées, et que certains militaires ont essayé d'abuser d'elles par la manière forte. D'autres ont utilisé des baïonnettes. J'étais pas là, hein. C'est ce qu'elles nous ont, ils ont raconté à l'équipe qui était là. Ont utilisé des baïonnettes dans le vagin ou des morceaux de bois dans le vagin. Et lorsque les femmes ont été examinées, il y avait des traces, bien sûr, de blessures au niveau vaginal, au niveau des parties internes, des cuisses, etc. Il y avait en tout cas des lésions et parfois quelques débris de bois, selon l'équipe qui était là, avaient été pris dans le vagin des femmes. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Professeur, merci d'être venu et merci pour la clarté de vos déclarations. Est-ce que, professeur, vous aviez pu vous faire une idée sur le nombre de personnes blessées? Non, parce que ce jour-là, on était très occupés et nous nous sommes occupés surtout des femmes. Mais je peux vous assurer que tous les lits étaient occupés et dans toutes les salles, il fallait chercher à mettre
les pieds pour pouvoir circuler parce qu'il y avait des blessés partout par terre et même dans les couloirs. Ça, je peux confirmer ça. Mais le nombre, je ne peux pas vous le dire parce que les statistiques se faisaient au fur et à mesure. Et ces blessés se lamentaient beaucoup. Beaucoup de blessés se lamentaient, effectivement. Il y en avait qui avaient des blessures graves à la tête et dans l'autre partie du corps. D'accord. Vous voudriez bien reprendre les propos tenus par les bérets rouges à votre égard dans le quartier Landrea. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément? Les bérets rouges nous ont dit que, de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation paieront et qui n'allaient pas se laisser faire. C'est ce qu'ils ont dit. Nous, on leur a dit, nous sommes des médecins. Nous sommes du corps médical. Nous essayons de faire notre travail. Il n'y a rien derrière. C'est pour cela que nous circulons. D'accord. Et on vous a refusé l'accès au stade pour sauver des vies? On nous a refusé l'accès au stade. En fait, en tout cas, la personne qui était là a dit que ce n'était pas à elle de prendre la décision, qu'il fallait qu'elle appelle sa hiérarchie. Il a effectivement appelé sa hiérarchie parce que je l'ai vu se déplacer avec un téléphone. Il a appelé. Après, il est venu nous dire, non, non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il n'était pas violent du tout, très respectueux. Nous allons nous occuper des blessés qui sont là. Donc certainement, sa hiérarchie a dû lui dire de ne pas vous laisser entrer dans l'enceinte du stade. Probablement. Et vous, votre seule intention ce jour, c'était de sauver des vies? C'était juste de sauver des vies, essayer de prendre les blessés graves pour que la prise en charge ne soit pas trop retardée. C'était d'ailleurs l'objectif de notre déplacement de l'hôpital vers le stade. Et c'est ce qu'on vous a refusé. Bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des cas de mort, des personnes qui ont trouvé? Non, je ne peux pas vous en parler parce que ce n'est pas nous qui gérons les cas de mort. Les morts sont généralement, à part ceux qui sont décédés peut-être ce jour-là, aux urgences. C'est une fois que le décès est constaté, il y a un certificat qui est donné et la personne est déposée à la morgue. Mais il peut arriver, parce que tous les décès à l'hôpital passent par le bureau des entrées. C'est-à-dire la personne est déclarée, la mort est constatée et la personne est transférée à la morgue après. Et parmi les blessés qui avaient été admis à votre niveau, est-ce qu'il y avait eu des cas de mort? Non. D'accord. Vous dites qu'il y avait 5 ambulances. 5. Et toutes ces 5 ambulances étaient allées au stade? Dans tout le quartier, on a fait tout le tour ensemble. Mais les ambulances n'ont pas été beaucoup chargées pour les raisons que je vous ai évoquées. Les gens avaient peur que les ambulances s'arrêtent devant chez eux, mais ils nous indiquaient bien qu'il y avait des gens là-dedans qui étaient blessés. Mais ils avaient peur que les ambulances s'arrêtent. Et nous, on les a promis qu'on viendrait plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents quartiers que vous avez eu à sillonner? Oui, Landrea. Landrea Port. Et puis le quartier de Dixine-Bora. Dixine-Bora. Et puis le grand quartier de Dixine jusque vers le centre de santé de Dixine. Dans cette zone-là, aussi vers la mosquée. D'accord. Nous sommes passés dans toutes ces zones-là. Nous avons pris toutes les ruelles de façon systématique. Et dans tous ces quartiers, il y avait des blessés? Il y avait des blessés. Qui étaient certainement dans des différentes familles. Et puis il y en avait qui n'étaient véritablement blessés, mais qui avaient peur et qui étaient cachés là. Et donc ils sont venus à l'hôpital, parfois, ils n'ont reçu aucun soin, mais ils avaient peur, ils avaient besoin d'être dans un endroit sécurisé. Et ils considéraient que l'hôpital était un endroit sécurisé. Ils sont venus là, jusqu'après, dans la soirée, ils sont rentrés chez eux. Et professeur, vous étiez ce jour à l'hôpital, vous avez sillonné les quartiers, vous avez été au stade. Quelle est l'analyse que vous avez pu faire ce jour de tout ce que vous avez eu à constater? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est un jour que je garderai dans ma mémoire. L'analyse que je fais, c'est que la bêtise humaine peut aller trop loin.
Parce que je considère que ce qui s'est passé, c'est tout simplement la bêtise humaine. Et que ça n'avait aucune explication. Ça n'avait aucune et ça n'avait aucun sens pour moi. D'accord. Merci, docteur. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui avait été préalablement posée par mon collègue et sous un autre volet, c'est-à-dire la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka. Plus précisément, le saccage de la pharmacie. Vous aviez dit que votre service est bien loin de la pharmacie et que vous avez reçu l'information comme quoi les militaires ont fait irruption et ont saccagé l'hôpital. Est-ce que ne serait-ce que sur le chemin de retour de la maison, vous y avez fait un tour pour constater de visu ce qui s'est passé là? Je me suis arrêté justement pour poser des questions. Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est en ce moment-là que j'avais déjà été informé par les assistants qui étaient là. Et puis pour des collègues d'autres services, en particulier les services chirurgicaux qui étaient là, qui nous ont dit, mais ils sont allés très loin, ils ont attaqué la pharmacie de l'hôpital. Je dis, ah bon? Et en sortant, j'ai posé la question. J'étais déjà dans ma voiture et la réponse était oui, ils ont attaqué la pharmacie. Vous n'êtes pas descendu de voiture pour constater vous-même? Non. Très bien. Parce que je n'avais aucune raison de douter de ce que me disaient mes collègues. Alors, les jours d'après le massacre du 28 septembre, certaines autorités d'alors avaient effectué un déplacement en direction de l'hôpital d'Onka. Parmi elles, on cite fréquemment le nom de M. Moussa Dadis Camara, qui était président d'alors, au moment des faits, et le président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Cette visite-là, vous avez trouvé à l'hôpital? Non. Non. Alors, le ministre de la Santé, M. Abdullah Chérif Diaby, avait aussi effectué une visite. Cette visite a été même confirmée par la directrice de l'hôpital qui vous a précédé à la barre de ce tribunal, qui a indiqué effectivement que son supérieur hiérarchique était venu constater de visu l'ampleur du massacre en visitant certaines cabines d'hospitalisation, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez vu M. Abdullah Chérif Diaby à l'hôpital d'Onka? Je ne l'ai pas rencontré. Mais il est venu, effectivement, ça c'est clair et net, parce que j'en ai parlé avec le directeur adjoint de l'époque. Mais quand il venait, moi je n'étais pas aux urgences. J'étais encore dans mon bureau, parce que je faisais des va-et-vient. Est-ce que ce même directeur adjoint-là vous a dit quelle était l'attitude de M. Abdullah Chérif Diaby? Non. Donc on parlait de sa présence et c'est tout. Bien. Professeur, vous êtes médecin. Le jour de ce massacre-là, vous étiez à l'hôpital comme d'habitude. Les jours d'après, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles se sont présentées à vous. De l'examen que vous ou votre équipe avez pu faire, est-ce que la thèse de viol, enfin la notion de viol, vous l'avez constatée de visu sur les femmes que vous aviez examinées? La notion de viol, selon l'entendement des médecins, a été évoquée sur les dossiers que nous avons vus, effectivement. Mais comme moi, vous savez que le viol ne peut être constitué que par un magistrat.
le médecin décrit la situation et indique qu'il y a possiblement une situation de viol. C'est à la suite des enquêtes que le magistrat peut établir effectivement qu'il s'agit d'un viol. Et ça, je peux vous confirmer qu'il y avait des preuves de viol et de grandes conséquences de viol qui ont été constatées. Ça, je peux vous le certifier. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Vous avez parlé de grandes conséquences ou graves conséquences de graves conséquences. Ça veut dire, professeur? Ça veut dire les problèmes psychologiques, des contaminations pour les maladies sexuellement transmissibles, Bien. Y compris le VIH, la grossesse, post-viol. Tout cela a été constaté. Alors, parmi les femmes qui se sont présentées à vous, votre équipe, vous ont-elles parlé de viol collectif? Parce que dans ce dossier, il ne s'agit pas seulement de viol, mais il y a aussi des femmes qui ont été victimes de viol collectif, qui ont déclaré avoir été victimes de viol collectif. Certaines l'ont dit. Dans notre jargon à nous, je ne sais pas si c'est le bon jargon que nous utilisons, vous et nous, on parle de viol collectif toutes les fois qu'une femme a été sexuellement abusée par plus d'une personne. Certaines l'ont dit, oui. Elles n'étaient pas nombreuses, mais certaines l'ont évoqué, mais surtout, beaucoup ont parlé d'avoir été retenues par des mains pour que une ou deux personnes puissent les violer. Et d'autres ont dit que sous la menace des armes, elles se sont déshabillées à la demande de ceux qui avaient essayé de les prendre de force. Se sont déshabillées de sorte que nous avons eu la confirmation après dans les quartiers, beaucoup de femmes sont sorties nues du stade, entièrement nues du stade. Et ce sont les femmes du quartier de l'Andréaport qui les sont venues au secours en leur prêtant des pagnes et en les amenant chez elles. Ça, je peux confirmer ça parce que plusieurs personnes du quartier l'ont dit. Je ne les ai pas vues, je n'étais pas là. Mais elles nous ont dit ça. Cela a été confirmé par plusieurs victimes, professeur. Ça ne souffre l'ombre d'aucun doute. Alors, parmi ces femmes-là, votre curiosité vous a poussé à leur demander qui étaient leurs agresseurs, et vous ont dit que si c'était des civils, des militaires, des policiers, des gendarmes? Des militaires. Des militaires. Elles ont toutes dit que c'était des militaires. D'accord. Dans ce lot de militaires, ont-elles indexé le corps des bérets rouges ou un autre corps? Je ne sais pas si elles font la différence, et nous, en réalité, nous n'avons pas posé toutes ces questions-là. Elles nous disaient, ce sont des militaires, et nous nous contentions de cette réponse. Parce qu'il est très difficile de parler avec une femme violée. Elle a un refoulement et il y a des moments, elle a une amnésie parce qu'elle n'a pas envie de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Et c'est le constat que nous avons fait. Elles ont toutes dit, ce sont des militaires. Peut-être une dernière question. Vous avez pu documenter toutes ces notions de viol et de violence sexuelle? Vous avez comptabilisé le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viol ou de violence sexuelle, professeur? J'avais confié à 3 de mes assistants de s'occuper de ce dossier, puisque les femmes ont continué à venir bien après. Il y a d'ailleurs eu une histoire qui me hante depuis ça, une histoire assez particulière d'une jeune femme de 20 ans qui avait passé le bac, qui devait aller à l'université, qui a été violée et elle a eu la triple sanction. Elle a été violée, elle a été contaminée par le VIH, elle est devenue enceinte. Et elle était hospitalisée en psychiatrie, pour des problèmes psychiatriques qu'elle avait. Et ça, c'est une histoire qui m'a marqué. Elle faisait partie des jeunes, parce qu'il y avait des jeunes filles aussi de 17 ans qui avaient été violées à l'époque. Elle a vraiment eu la marque de la violence humaine.
je l'ai perdu de vue, parce qu'on a essayé de s'intéresser pour savoir ce qu'elle était devenue, parce qu'elle avait la possibilité de faire une interruption médicale de grossesse avec la situation. Mais on ne l'a plus jamais revue. Elle a disparu. C'est bien dommage. Elle était bien saine et vierge, parce qu'elle a perdu sa virginité ce jour-là. Les examens ont constaté que c'était une défloraison très récente quand elle a été vue. Puisqu'elle a été vue plusieurs jours après, je pense qu'elle se cachait, elle ne voulait pas venir. C'est au mois d'octobre qu'elle est venue à l'hôpital pour dire qu'elle fait partie des personnes. Elle n'est pas venue d'elle-même, elle a été accompagnée par 2 dames qui l'ont amenée ce jour-là. Elle était pas bien. Affreux. Quand je parle de statistiques, j'ai envie de savoir si vous avez chiffré le nombre de femmes qui s'étaient présentées à vous, victimes de viols et de violences sexuelles. Alors, il y a un lot, le tout premier, celles qui sont venues le jour des urgences ont été enregistrées au service des urgences. Nous, celles qui ont été enregistrées à notre niveau, ce sont des femmes qui sont venues après, parce que le service a été désigné après pour la prise en charge de toutes les personnes violées. Et si mon souvenir est bon, je pense que dans le mois d'octobre et après, je pense que nous avons dû voir 29 femmes, il me semble. 29, je crois. En tout cas, c'est dans cette zone-là. Et nous avons produit un rapport qui avait été remis à une première cour qui avait été mise en place pendant que le CNDD était encore au pouvoir et qui était présidé par le procureur Siriman Kouyaté, je crois. Yeah. Et tous les documents avaient été déposés à cette occasion-là. Parce qu'on avait été appelé avec le professeur Hassan Naba et la directrice à l'époque, pour dire y a-t-il eu viol ou non. Voilà. Merci professeur pour cet acte citoyen. Bonjour, maître. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous venez de me le dire. Non, personne. Personne? Non? Il n'y a pas eu de... En ce moment-là, au moment où nous sommes sortis, il n'y a pas eu de viol en ce moment. Enfin, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne faire un acte de viol.
Dans la zone où j'ai circulé, je n'ai pas vu ça. Je ne peux pas répondre à cette question puisqu'en dehors de la zone, je n'y étais pas. Je peux vous assurer que pendant tout le processus, aussi bien à l'hôpital qu'en allant au stade, je n'ai rencontré... j'étais dans l'ambulance, je n'ai rencontré aucun d'eux. Non. Non. Un policier que je ne connais pas, qui a appelé sa hiérarchie, et la hiérarchie lui aurait dit de ne pas nous laisser entrer au stade parce qu'ils allaient s'en occuper. Vous n'avez rencontré personne parmi eux? Non. Ils sont également poursuivis pour complicité de meurtre. Faites donner volontairement la mort. Parmi les fils que j'ai vus en train de donner la mort à des manifestants ou à des citoyens le 28 ou les jours qui ont suivi. Vous avez parlé de complicité, non? Non, meurtre. Complicité de meurtre. Oui. Je ne peux pas établir, moi, en tant que médecin, une complicité de meurtre. Je n'en ai aucun moyen. Ils sont également poursuivis pour outrage à agent. Pour? Outrage à agent. Est-ce qu'un seul a outragé un agent par devant vous dans l'exercice de ses fonctions? Qui? Parmi eux. Parmi eux, non, mais il y a eu des militaires qui ont essayé de... Enfin, qui ont jeté une bombe lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Des militaires? Des militaires. Que vous ne pouvez pas identifier? Non. Très bien. Le parquet également les poursuit pour séquestration. Est-ce que vous avez appris que parmi eux, il y en a qui ont séquestré ou vous avez assisté? Appris ou vu? Oui. Ben, comme tout le monde, hein, la population, nous avons tous appris qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés, qui ont été torturés. Ça, tout le monde a appris ça. D'accord. Mais vous n'avez pas vu? Pas vu. D'accord. Il y a également l'attentat à la pudeur. Est-ce que vous les avez vus commettre des actes impudiques sur des citoyens? Eux-mêmes? Eux-mêmes. Non. Ensuite, détention illégale d'armes de guerre et de matériel en leur possession. Est-ce que vous les avez vus avec des armes de guerre? Des armes? Des armes de guerre. Nucléaires? De guerre. Ah ben oui, les bérets rouges qui étaient dans le quartier et qui nous ont parlé avec vigueur. Mais pas eux. Les bérets rouges? Dans le quartier. Dans le quartier. Bien. Donc en somme, toutes ces infractions-là, vous ne pouvez apporter aucun témoignage par rapport à leur commission et à leur imputabilité. Moi, je crois que c'est la Cour de décider ça, c'est pas Bien. de mon ressort. Docteur, depuis quand vous êtes à Donka? Depuis de nombreuses années, on va dire comme ça. Depuis 1980, depuis 1979, je veux dire. Depuis 1979. Ouais, je suis maintenant à la retraite et je remercie le Seigneur. D'accord. Un parcours élogieux. Chef service gynécologie. Tout à fait. Quand il y a des événements dans la cité, c'est vous qui prenez l'ambulance pour aller chercher les malades ou c'est votre service d'urgence qui vous réfère les malades habituellement?
Habituellement, Oui. les patients se rendent au service des urgences si Oui. ça relève de la gynéco, ce qui est arrivé, puisque ce sont ceux qui étaient de garde au service des urgences qui ont appelé à la rescousse le service de gynéco pour venir voir les femmes qui disaient être violées, pour en établir les preuves. Docteur, C'est ça notre fonction, oui. habituellement, Oui, vous, en 2008, vous étiez chef de service gynécologie oui, au top. oui, Vous étiez le grand patron. oui. Et il y avait beaucoup de structures qui relevaient de vous, Les services, les structures du service de gynécologie et de... qui relevaient de vous. Oui. Voilà. Habituellement, quand il y a des événements de ce genre, ce sont les services des urgences qui vous réfèrent les malades, ou bien c'est vous-même qui prenez l'ambulance pour sortir, rechercher les victimes. Qu'est-ce que vous voulez préciser? Précisez votre idée parce que je ne comprends pas la question. Vous êtes le chef service gynécologie. Oui. Quand il y a des événements dans la ville, il y a des cas de viol. Oui. Est-ce que ces cas de viol vous sont référés à travers les urgences, les services des urgences, ou bien c'est vous-même qui prenez l'ambulance pour aller chercher ces cas à travers la ville? Les cas nous sont référés. Pardon? Les cas sont référés. Sont référés, d'accord. Parce qu'on n'est pas censé être au courant de D'accord. l'existence de ces viols-là. D'accord. Et donc les gens nous sont Donc, référés. au service des urgences, il y a les représentants de toutes les structures. Corrigez-moi, hein, si je ne suis pas médecin. C'est oui ou non? Sauf le service de gynéco qui prend en charge ses propres urgences. Puisque c'est une autre situation. Une femme enceinte ne peut pas venir au service des urgences pour se présenter alors qu'elle a besoin d'être prise en charge tout de suite. Oui, mais une femme en état a commencé depuis la base. Ça, ce n'est pas un cas de viol. Mais vous avez dit dans Oui. votre question, Allez-y. si les gens viennent, que tous les services étaient représentés aux urgences, je vous ai dit non. Tous les services y sont, sauf le service de gynécologie, qui prend ces urgences en charge directement dans le service. Sauf cas de force majeure, d'une situation qui arrive, et que dans la situation, l'équipe des urgences découvre qu'il y a un problème gynécologique, et dans ce cas, ils font appel D'accord. au service des urgences D'accord. du service de gynécologie pour qu'ils se déplacent pour venir voir le patient ou la patiente. Combien de malades les urgences vous ont référé ces jours-là? Je ne comprends pas la question. Combien de malades, combien de personnes victimes de viol les urgences vous ont référé ces jours-là? Les urgences ne nous ont référé personne puisque l'équipe, ils ont appelé au secours pour que l'équipe soit sur place. Sur place. Eh bien oui. D'accord. Mon professeur, monsieur le professeur, combien de fois vous avez rencontré madame la directrice de l'hôpital ces jours-là, docteur Fatou Sike Kamara? Au moins 2 fois. 2 fois. Au moins, je crois, oui. Où? Au service des urgences. Les urgences. D'accord. Mais elle était à l'hôpital. Elle avait beaucoup de travail parce qu'il fallait, je pense, préparer les kits, essayer de mobiliser un certain nombre de choses pour que les urgences ne manquent de rien. Je pense que c'est s'occuper du côté administratif des choses. Et son adjoint était permanemment, je peux dire, sur place. D'accord. Professeur, excusez-moi, hein, à la veille, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des événements qui devaient se produire au stade à la veille? Enfin, il y avait une manifestation de l'opposition qui était prévue. Tout le monde a écouté ça à la radio. Personnellement, vous étiez informé? J'ai écouté à la radio. À la veille, À la veille, oui. vous étiez au courant? À la radio, tout le monde a entendu qu'il devrait y avoir une manifestation de D'accord. l'opposition au stade. D'accord. À quelle heure vous l'avez appris? Dans la nuit,
Parce que moi, je rentre tard, hein, je n'écoute pas la radio quand je suis... C'est dans la nuit, comme on m'a dit, qu'il devrait y avoir une manifestation. Et comme d'habitude, hein, les jours qui sont considérés comme fériés et autres, beaucoup de chefs de service de l'hôpital viennent. Ils viennent pour régler des problèmes administratifs et pour s'assurer que l'équipe de garde est bien en place. D'accord. Professeur, vous faites partie des 4 décideurs de l'hôpital, non, à l'époque? Oui, j'étais chef de service. Chef de service. Et vous rendez directement compte à la directrice, où il y a un intermédiaire? Pour toutes les activités sont étudiées au cours d'une réunion. Ça s'appelle le monitorage. D'accord. On n'a pas à rendre compte au directeur tous les jours pour les activités qu'on fait. Non, il y a un monitorage qui est organisé qui permet de voir et de passer au peigne fin toutes les activités faites au niveau des services. Le stade est à moins de 2 km de votre centre hospitalier. Oui. Vous êtes un chef de service. Oui. À la veille, vous apprenez qu'il y a des manifestations. Oui. Et qui parle de manifestations en Guinée, c'est qu'il peut toujours y avoir des débordements, des blessés. Est-ce que vous avez pris soin d'appeler Madame la directrice pour lui dire, je viens d'apprendre qu'il y a des manifestations, prenons les dispositions? C'est pas mon rôle, ça. C'est pas votre rôle. L'hôpital a des principes. D'accord. Chaque fois qu'il y a une manifestation, les urgences sont renforcées. Je viens de vous dire que lorsque, au service des urgences, ils ont constaté qu'il y avait un débordement, qu'il y avait beaucoup de blessés, ils m'ont appelé, mes assistants. Monsieur, on nous a appelés parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de problèmes aux urgences. Donc, nous allons voir ce qui se passe et nous vous tenons au courant. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais, s'il vous plaît, on dit le médecin après la mort. Ah bon? C'est ce que nous avons appris. Mieux vaut prévenir que de guérir. Ah bon? Donc vous supposez que quand il y a une réunion quelque part, il va forcément y avoir violence. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Professeur. Non, enfin, je vous pose une question à mon tour. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Parce que c'était une manifestation de l'opposition où des discours devaient être prononcés. Très bien. Très bien. Mais est-ce que je dois déduire qu'il va y avoir violence à cause de ça? C'est ce que vous êtes en train de me poser comme question. Bien. Moi, dans mon entendement, une réunion qui se tient... C'est bon. Hein? Professeur, vous avez appris les tractations qui avaient eu lieu? Comment voulez-vous que j'apprenne ça? Moi, je suis médecin. Les démarches qui avaient été faites. Quelle démarche? Pour que la manifestation soit reportée. Je ne suis pas au courant. N'étiez pas au courant. Je ne suis pas un homme politique. Voilà. N'importe qui pouvait apprendre qu'il y a manifestation, mais vous, en raison de votre position, de votre statut de médecin, chef, je voudrais juste savoir si vous n'avez pas été inquiet de provoquer une réunion pour prendre les dispositions, au lieu que le lendemain, vous ne sortez en 2 ou 3 personnes en ambulance. Il a répondu à cette question. Une autre question. D'accord. Docteur, vous étiez parti à bord de combien d'ambulances? Je crois que j'ai dit ça déjà. Vous étiez au nombre de combien? Dans chaque ambulance, il y avait au moins 3 personnes, je pense. 3 personnes. Excusez-moi, combien d'ambulances? 5. 5. Or, Madame la directrice nous a dit ici, sauf erreur de ma part, que l'hôpital ne disposait même pas d'ambulance, qu'il n'avait qu'une seule ambulance. Mais c'est ce que je vous ai dit, que j'étais dans l'ambulance de tête qui appartenait à l'hôpital et que les autres ambulances appartenaient à des organisations. Il y en avait 2 de Médecins sans frontières, une de la Croix-Rouge et une des sapeurs-pompiers qui étaient bien présents ce jour-là. Qui étaient dans l'enceinte de l'hôpital ou c'est vous qui les avez fait appel? Les ambulances étaient tous là parce que dès qu'on découvre qu'il y a urgence, les ambulances se regroupent. Comme les urgences devaient venir à l'hôpital d'Onka,
les gens de Médecins sans frontières se sont dit, nous venons aller à l'hôpital. Puisque de toutes les façons, ils n'ont pas de structure où prendre en charge. Les prises en charge se font à l'hôpital. Donc ils sont venus vers l'hôpital. Ça a été le cas de la Croix-Rouge. Et les sapeurs-pompiers étaient dans leur droit. Ils viennent dans l'hôpital le plus grand et l'hôpital qui s'occupe habituellement. C'est pour cela qu'ils étaient présents. On a eu à faire appel à personne. En tout cas, quand moi je suis venu, les ambulances étaient sur place. Et c'est après que nous avons décidé d'aller. D'accord. Lors de votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des camions militaires Il y en a quelques-uns qui passaient, oui. Et il y en avait qui transportaient des blessés ou des morts? Je ne sais pas ceux qu'il y avait dedans parce que les camions avaient des bâches. Ok. Il y a un témoin qui est passé ici qui nous a dit qu'une dame l'avait appelé, dont il ne retient plus l'adresse, que c'est lui qui avait autorisé qu'on envoie chercher les corps au stade. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous indiquer le nom du représentant de la Croix-Rouge ces jours-là, là-bas? Non, je ne peux pas. On ne sait pas. Non. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que vous vous étiez rendu à la morgue? Non. Est-ce que des cas de viol avaient débouché à des décès? Non. Pas que je sache. Votre connaissance? Non. D'accord. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce que vous êtes passé devant une commission d'enquête? Oui. Laquelle? Celle qui était présidée par le procureur Siriman Kouyaté. Le président? Oui. Siriman Kouyaté. Oui, le président Siriman Kouyaté. Et puis, il y a eu beaucoup d'enquêtes internationales qui sont venues ici, la Cour pénale internationale, le Haut Commissariat aux Nations Unies. On est passé devant toutes ces commissions. Ils ont posé des questions auxquelles nous avons répondu. Et vous y avez déposé des documents? Ils ont demandé les documents, ce sont les mêmes qui ont été déposés au niveau de la Cour présidée par M. Kouyaté. Vous maintenez effectivement avoir été entendu par la commission d'enquête internationale? Oui. Bon, dans l'une de ses conclusions, la commission indique que la doctoresse Fatou Sike Kamara, directrice de l'hôpital Donka, en particulier en relation avec la prise de contrôle militaire de son hôpital et les diverses dissimulations des faits médicaux. La commission a estimé que l'hôpital Donka n'avait pas fourni toutes les informations, toute la documentation. Que répondez-vous pour mieux éclairer leur religion? Je n'ai rien à répondre à ça. D'accord. Dans votre sortie, vous avez pu ramener combien de blessés? Une dizaine, je crois. Parce qu'il y en dizaine. avait quelques-uns dans l'ambulance où j'étais, dans l'ambulance qui suivait. Et comme je vous l'ai dit, les gens avaient peur de signaler. Ils nous faisaient des signes et on a promis qu'on allait revenir. Et nous-mêmes, les ambulances avaient peur de garer pour ne pas stigmatiser, puisque les bérets rouges étaient dans le quartier, pour ne pas stigmatiser les concessions. Est-ce que après les événements, votre vie était en danger? Enfin, je n'ai pas eu cette impression. Personne. Et de toutes les façons, j'ai fait mon devoir de médecin et de citoyen. C'était ça mon devoir, d'aller voir s'il y avait d'autres blessés auxquels on pouvait apporter un secours. Personne ne vous a menacé après? Non, pourquoi? Non, je veux le savoir. Non. Merci, Monsieur le Président. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai quelques petites précisions. Oui, je vous écoute. Étant le médecin chef des services de gynécologie, est-ce que vous avez eu à établir, disons, un rapport
comportant une liste de victimes. Est-ce que vous avez ce rapport dont vous avez souvenance? Je crois que c'est la énième fois que je réponds à cette question. Oui, la réponse est oui. Et c'est le même rapport qui a été déposé depuis la première enquête et devant les différentes institutions qui nous ont posé la question, ils ont eu le rapport. Est-ce que vous avez souvenance des noms de victimes des services de gynécologie, des victimes de viol? Vous avez souvenance, vous avez souvenance de tous les noms des personnes? Des noms des victimes de viol. Les noms? De quelques noms. Vous avez eu à parler de 20 noms, quelque chose comme ça. Même si j'avais les souvenirs des noms, je ne vais pas vous le dire. Je suis tenu par le devoir de réserve. Le secret médical, bien sûr. Oui. Mais nous avons besoin ici, pour la manifestation de la vérité, de quelques noms, parce qu'il faut en discuter. C'est bien, même le tribunal n'allait pas l'autoriser à citer les noms ici. Vous pouvez poser une autre question, maître. D'accord, M. le Président. Est-ce que vous avez eu des cas de torture? Ce n'était pas ça mon rôle. Hein. Mon rôle. Excusez-moi. Celles qui ont été violées, oui, elles ont été forcément. C'est la plus abjecte des tortures qui puissent exister. Oui. La violence sexuelle. Oui. C'est la plus abjecte. Ok. Et souvent, les gens utilisent ça pour détruire le mental des personnes. Et moi, en tant que médecin, je m'insurge comme ça. Je fais un commentaire qui sort des questions qui m'ont été posées. Mais je vous donne ma position sur la question. C'est la plus abjecte des violences qui existent. En dehors des cas de viol, est-ce que vous avez eu à entendre parler de torture dans vos services à l'hôpital Donka? Je pense que la raison de ma présence ici, c'est de dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Tout le monde l'a entendu, donc je n'ai pas besoin d'en parler. Et c'est pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez eu à entendre de torture? Je ne réponds pas à cette question. Je viens de vous dire que la raison de ma présence ici, c'était de dire ce à quoi j'ai assisté, pas de parler de ce que j'ai entendu. J'ai entendu beaucoup de choses. Merci, M. le Président. Je suis satisfait. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président et honorable assesseur. Je vais commencer par saluer professeur Namour Keïta. Votre réputation vous précède ici. Je suis très heureux que vous soyez venu pour apporter votre témoignage. Alors, à l'entame des questions de la défense, on vous a demandé si ceux qui étaient au box des accusés avaient commis des infractions devant vous, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, est-ce que vous savez que... est-ce que vous connaissez la notion de complicité? Oui. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, je vais juste lire ce qui est défini dans notre code pénal. Alors, l'article 19 indique la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Alors, dans le cas spécifique de ceux qui sont dans ce box des accusés, la plupart sont poursuivis pour complicité. Est-ce que vous le saviez? Oui, j'écoute de temps en temps ce qui se passe. Très bien. Pour définir les types de complicité, avec la permission également de Monsieur le Président, je vais lire 2 extraits. Alors, l'article 20 poursuit. Ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Est-ce que vous savez que, au moment de la préparation de ce massacre, le président Dadis a recruté une centaine de recrues? Vous avez entendu parler? J'en ai entendu parler, abondamment surtout, depuis que ce jugement a commencé. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il a armé ses recrues? Vous le saviez? Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, le tribunal, je ne vous dis pas de prononcer sur sa culpabilité ou pas, sa poursuite ici, ce n'est pas qu'il soit auteur principal, mais qu'il soit complice. Est-ce que vous le saviez?
Bon, puisque vous me le dites, oui. Très Maintenant. bien. Vous savez pourquoi j'ai posé ces questions? Parce qu'on s'est évertué à vous poser des questions concernant leur rôle, c'est-à-dire leur action au moment des faits. C'est juste cette précision que je voulais apporter. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va poursuivre. Quand ces événements se produisent, à qui incombe la responsabilité de protéger les citoyens au cours d'une manifestation, qu'elle soit politique, sociale ou syndicale? À qui incombe, de votre point de vue? De mon point de vue, je pense que c'est à l'État et à son administration de protéger les citoyens. Est-ce qu'au moment des faits, le pays était dirigé par des responsables, de votre point de vue? Bon, je ne peux pas faire de commentaires sur ça, puisque de toutes les façons, ils étaient là et ils ont dirigé. Je vous comprends. Alors, quand vous partez au stade pour aller chercher des blessés, ces blessés-là avaient-ils le droit d'avoir des soins? Absolument. Est-ce que vous savez, au moment où on vous empêchait de rentrer au stade, des camions militaires étaient chargés de ramasser les corps? Est-ce que vous le saviez? Maintenant que vous le dites, mais j'avais entendu parler de ça, mais je n'avais pas de preuves. Très bien. Est-ce que si on vous avait permis d'accéder à ce stade, est-ce que vous n'auriez pas sauvé davantage de vies? Probablement. Selon vous, pourquoi on vous a refusé l'accès au stade? Dans mon entendement de l'époque, c'est qu'on cachait quelque chose. Très bien. En tant que médecin, on vous a reproché ici d'avoir pris une ambulance et de vous être rendu au stade. Est-ce que vous comprenez cette démarche en tant que médecin? C'est pour cela que je n'ai pas répondu à la question, je ne comprends pas. Est-ce que le rôle d'un médecin, ce n'est pas de recevoir les médecins et d'aller chercher les blessés là où ils se trouvent? Absolument. Très bien. Merci, Monsieur le Président, pour également m'avoir permis de poser ces questions. Et je poursuis maintenant pour ce qui vous a permis par rapport à votre récit. Alors, vous avez dit qu'au moment des faits, vous étiez le chef-service de gynécologie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et les urgences, pour comprendre un peu, quelle était la position, par exemple, du docteur Siké par rapport aux urgences? Quelle était la position de son bureau? Non, son bureau se trouve au milieu. Son bureau est situé entre le service de gynécologie obstétrique et les urgences. Entre son service et le vôtre, entre son bureau, je voulais dire, et entre le bureau là où elle travaille et vos services, qu'est-ce qui est plus proche des urgences? Je pense que c'est équidistant. En fait. C'est équidistant. Donc, vous avez dit ici que vous avez entendu qu'il y a eu une altercation entre les militaires et les médecins, n'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui. Est-ce que, logiquement, il était possible qu'en tant que chef de service, en tout cas directrice de l'hôpital, qu'elle n'en soit pas informée toute la journée de cet événement? Bon, j'en sais rien, je ne suis pas à sa place. Très bien. La logique, elle est la chose la mieux partagée, le tribunal appréciera. Alors, dans votre récit, vous avez parlé de la colère des médecins. Cette colère-là, elle était consécutive à quoi? À la présence massive de militaires devant l'hôpital. Oui. Parce que les médecins et le personnel de santé ne comprenaient pas que les militaires soient là, alors qu'il y avait autre chose à faire ce jour-là dans la ville. Très bien. Est-ce que les médecins se sentaient en sécurité au moment des faits dans ce service? Pas avec ça. Pas avec ça. Non. N'est-ce pas? Alors, et il a également été indiqué à cette barre que plusieurs blessés ont été enlevés à l'hôpital d'Onka. Est-ce que vous avez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça, mais je sais que, en tout cas en ce qui nous concerne, certains blessés, puisqu'il n'y avait pas de place, qui avaient reçu les soins, étaient autorisés à partir à leur domicile avec possibilité de revenir pour la poursuite des traitements. Très bien. Est-ce que vous croyez que des militaires qui ont osé s'en prendre aux médecins ne pouvaient pas s'en prendre aux blessés qui étaient dans les autres services? Bon, je peux laissez pas le faire tribunal apprécier. Voilà. Très bien. Je poursuis, professeur. Alors, parlant du colonel Diaby, il a été indiqué ici, et à travers plusieurs témoignages, qu'il s'est effectivement rendu aux urgences. Est-ce que vous confirmez? Il s'est rendu aux urgences, oui. Très bien. Plusieurs victimes
ont déclaré à cette barre qu'il leur a asséné des coups de pied. Est-ce que vous avez appris ça au moment des faits? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Je vous remercie pour ça, mais vous avez entendu parler par qui? Par le personnel. Par le personnel. Est-ce que vous pensez que ce personnel-là est digne de confiance pour avoir collaboré avec ces médecins? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Je vous remercie, monsieur le professeur. Alors, on va continuer. Parlant du viol, je vais aller beaucoup plus vite. Il a toujours été nié par certains qu'il n'y a jamais eu de viol au stade. Quand quelqu'un vous dit, vous qui étiez le chef-service de gynécologie, quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas eu de viol au stade, qu'est-ce que cela vous dit? Que répondez-vous à ça, professeur Namouré? Ça me choque, puisque nous l'avons constaté, en tout cas, nous avons fait des constats qui indiquaient fortement qu'il y avait eu probablement des viols sur des femmes. Je vous remercie, monsieur le président, honorable assesseur. Merci, professeur. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Professeur, bonjour. Bonjour. Oui. Vous avez déclaré ici que quand vous avez appris le massacre, vous vous êtes déplacé avec une équipe pour aller au stade. Vous avez fait ce sacrifice. C'est grâce à vos obligations professionnelles ou bien vous l'avez fait parce que c'est à titre de patriotisme. Le fait d'aller au stade avec une ambulance pour aller prendre les malades, prendre les violés, les blessés et les envoyer à l'hôpital. Je veux savoir, vous l'avez fait parce que vous êtes médecin, c'est selon vos obligations professionnelles. Je pense que dans la conscience de tout personnel de santé, lorsqu'on se rend compte que la vie d'autrui est en danger, c'est son rôle d'intervenir pour sauver la vie. Tout à fait. Ça, c'est un courage. Je veux savoir, vous avez déclaré ici que les premières heures du massacre, vous avez pris contact avec l'équipe de garde avant d'aller au stade. Je veux savoir, quand vous étiez au stade, est-ce qu'il y avait une coordination entre l'équipe de garde et vous qui étiez partis au stade? Si par exemple, on envoyait des blessés et des violés pour les recevoir. De toutes les façons, c'est obligatoire. À partir du moment où des blessés sont pris dans un endroit vers un hôpital, quel que soit le taux de remplissage de l'hôpital est obligé de dispenser les premiers soins avant de transférer dans une autre institution hospitalière capable d'assurer la même prise en charge. D'accord. Est-ce que parmi les femmes victimes de viol, est-ce que selon votre diagnostic, certaines nécessitaient une évacuation? Est-ce qu'il était question, vu l'ampleur des dégâts, est-ce qu'on pouvait prétendre à une évacuation vers l'extérieur? Bon, je pense qu'il y a suffisamment de compétences dans le pays pour la prise en charge de ce type d'actes. D'accord. Est-ce que, en tant que chef service gynécologie, est-ce que ce jour-là, le nombre de victimes que vous avez reçues, est-ce qu'il y avait un stock disponible pour soigner toutes ces personnes-là? Je sais que toutes les personnes qui sont venues ce jour-là ont été prises en charge. Ont été prises en charge. Absolument. Je veux savoir, est-ce que, parce que vous les avez prises en charge, les soins vont continuer? Est-ce que durant tout le temps de soins, les médicaments étaient disponibles? Alors, il y a eu plusieurs catégories de blessés qui sont venus. Les autres, les blessés communs, sont pris en charge par le service
des urgences où il y a un chef de service qui est chirurgien. Les prises en charge ont été mises en place et les personnes revenaient pour celles qui avaient besoin de pansement pour refaire leur pansement, par exemple, ou celles qui avaient eu des sutures pour enlever les fils de suture, etc. Donc, la continuité des soins a été effectivement assurée, selon mon entendement, mais je n'étais pas tout le temps au service des urgences, parce qu'après le jour et le lendemain, je ne suis pas venu aux urgences puisque ce n'est pas ça ma fonction. Ma fonction était de m'occuper du service de gynécologie et d'obstétrique. D'accord. S'il arrive que dans le stock, un médicament manque, est-ce que vous prescrivez une ordonnance pour qu'on aille payer dans les pharmacies? Normalement, pas pour les blessés lorsqu'il y a des événements dans la ville de Conakry. Il y a toujours un stock qui est disponible à l'hôpital pour ce genre de prise en charge. Donc il n'y a pas d'ordonnance. En tout cas, nous n'avons pas établi d'ordonnance. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'assistance financière des institutions comme l'UNICEF, l'OMS et CIR? Oui, bien sûr. Dans le cadre de la prise en charge des femmes violées, ces institutions ont mis à la disposition des services de gynécologie et de tous les services sur la ville de Conakry qui dispensaient des soins à ces femmes-là, ce qu'on appelle les kits de protection, les kits de sécurité. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de mon propos, que quand une personne, qu'elle soit femme ou homme, est violée, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre, s'assurer que la personne a eu en tout cas des sévices qui font penser au viol, premièrement. Deuxièmement, si c'est une femme, s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Troisièmement, qu'elle n'a pas été contaminée par une maladie sexuellement transmissible. Et au cours de l'entretien, essayer de cerner le personnage pour s'assurer que la personne n'a pas de troubles psychologiques. Et donc, ces institutions sont intervenues pour donner des kits de protection, c'est-à-dire conseiller la vaccination contre l'hépatite B, par exemple, pour protéger ces personnes contre ces maladies, protéger les gens contre le VIH-Sida en donnant un traitement immédiat, préventif. D'accord. Je veux savoir, ces malades-là, vous vous souvenez, il y a eu combien de jours, combien de mois pour que ces femmes violées la guérissent? Ce n'est pas le genre de personne qui aime beaucoup l'hôpital. Donc, lorsque nous avons eu 2 entretiens, ou 3 au maximum, les personnes ont disparu et ne sont pas venues nous voir. D'accord. Et vous avez dit que vous vous êtes rendu au quartier d'Ixine-Boura, derrière ceux qui étaient blessés et qui ont été hébergés par des familles. Normalement, si vous voyez des militaires devant ces familles qui hébergent les blessés, c'était dans l'intention, comme les militaires les pourchassaient, c'était dans l'intention de les prendre et les envoyer pour les emprisonner, n'est-ce pas? Je ne peux pas deviner l'intention de quelqu'un que je rencontre pour la première fois, mais je sais en tout cas qu'ils étaient là. Je veux dire, normalement, est-ce que les militaires là devaient être présents devant des différentes familles qui ont hébergé les blessés? Je ne sais pas à quoi répondre à votre question, j'en sais rien. Lors du passage du général divisionnaire, M. Bafoué, il a déclaré ici que la sécurité du stade était assurée par l'escadron de la gendarmerie de Dixine. Est-ce que quand vous êtes parti au stade, vous avez vu les gendarmes au stade? Ce
auxquels je me suis adressé étaient des policiers. C'était des policiers. Ceux auxquels je me suis adressé. Mais je ne peux pas dire s'il y avait des gendarmes ou non. Mais ceux-là là, que moi j'ai vus, c'était des policiers. Quand vous êtes entré au stade, Je ne suis pas entré au stade. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Je ne suis pas entré. vous n'êtes pas rentré. Non. Bon, le policier qui vous a dit, professeur, quand vous l'avez exprimé le fait de rentrer, il vous a dit d'attendre, d'aller voir son chef hiérarchique. Est-ce que ce jour-là, vous avez pu faire votre travail, prendre les malades, les envoyer à l'hôpital? Dans le quartier, oui, mais pas au stade. Voilà. Au niveau de l'hôpital, on a parlé de la présence des bérets rouges dans l'enceinte de Donka. Ces bérets rouges-là, est-ce qu'ils étaient là pour assurer la protection ou bien c'était pour empêcher les médecins de faire leur travail? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Nous n'étions pas contents, en tout cas la majorité du personnel, d'avoir des militaires, surtout qui avaient tendance à être agressifs. Et la preuve, un groupe a lancé des grenades dans la cour de l'hôpital, des fumigènes en tout cas. D'accord. Parce que Madame Fatou Sike Kamara a déclaré ici qu'elle avait appris que les militaires étaient venus, mais les médecins traitants les ont dit de sortir pour leur permettre de faire leur travail. Oui, c'est vrai. Ça a été dit. Mon professeur, est-ce que vous savez, selon la loi portant statut général des militaires, l'armée guinéenne est une armée républicaine au service de la nation? Vous le savez? Je pense que c'est les mêmes dispositions pour toutes les armées du monde, non? Voilà. Est-ce que le citoyen, c'est une obligation de résultat pour l'armée guinéenne de protéger la population? Vous le savez ou pas? Je pense que c'est inscrit dans ce qu'ils doivent faire. Donc, moi, je vous remercie d'avoir le courage d'aller au stade pour aller chercher, pour aller prendre les malades, les amener à l'hôpital, parce que quelqu'un qui est victime d'une atrocité ne peut pas se déplacer facilement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonjour, Monsieur Keita. Bonjour, Madame. Monsieur Keita, selon vous, les éléments de la garde présidentielle que vous avez vus au stade relevaient de qui? J'ai parlé de gardiens. Je n'ai pas parlé de Vous garde avez déclaré présidentielle. ici avoir vu des militaires qui portaient des bérets rouges, si je suis de bonne mémoire. Moi, je ne sais pas s'ils sont de la garde présidentielle ou non, j'en sais rien. Mais j'ai vu des bérets rouges dans le quartier. Oui, ça c'est effectif. Mais je ne sais pas à quel corps ils appartenaient. D'accord. Est-ce que ces éléments pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur supérieur hiérarchique? J'en sais rien, parce que je ne connais pas les règles qui les régissent. J'en sais rien. D'accord. Monsieur Keita, qu'est-ce qui vous a animé ce jour-là à sortir pour aller rechercher les blessés graves? Le devoir, tout simplement. Un esprit de patriotisme. Le devoir, et certainement du patriotisme, mais c'est surtout le devoir de médecin. Vous avez déclaré ici avoir reçu 29 victimes de viol. Vous confirmez cette déclaration? Oui, après le jour du 28 septembre, oui, dans les jours qui ont suivi, oui, ces personnes-là appartiennent. Celles qui sont venues le jour n'ont pas été enregistrées par mon service, ils ont été enregistrés par le service des urgences. C'est celles que nous avons vues après, qui avaient des problèmes, qui sont venues nous voir. On n'était pas la seule structure qui nous occupions de ça. Il y avait plusieurs autres structures dans la ville de Conakry qui s'occupaient de viol. Oui. Est-ce que vous savez que certaines femmes avaient été victimes de viol, avaient été chassées de l'hôpital? Bon,
Je ne suis pas au courant. D'accord. Est-ce que vous savez que certains accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel pour viol? Pardon? J'ai dit, est-ce que vous savez que certains accusés sont renvoyés devant ce tribunal criminel pour viol? Probablement, oui, mais je ne sais pas. D'accord. Les femmes victimes de viol que vous aviez reçues, elles étaient dans quel état? Comme une personne violée, complètement démoralisée, au bord de la crise de démence, parce que plusieurs sont passés par le service de psychiatrie de l'hôpital qui s'occupait d'elles pour pouvoir prodiguer des conseils. Et il y en a qui sont restés très longtemps dans leur prise en charge parce qu'elles étaient complètement déboussolées. Certaines femmes ont affirmé à cette barre que pendant l'acte sexuel, les bourreaux avaient utilisé des objets. Elles nous ont raconté ça aussi, oui, des objets, oui, des morceaux de bois en particulier, des fusils, des canons de fusils. Est-ce que vous aviez constaté ces traces? Il y avait des blessures, mais nous ne pouvons pas dire si la blessure a été provoquée par un fusil ou autre. On peut dire simplement c'est par une arme pointue, coupante ou conlantante. C'est ce que nous pouvons dire. Mais on ne peut pas dire plus. Madame Fatoussi a déclaré à cette barre que les services des urgences de l'hôpital Donka ressemblaient à l'abattoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? En tout cas, un champ de bataille, parce qu'il y avait des blessés partout. Des blessés graves? Il y a eu des blessés graves là-dedans. Oui. Je vous remercie, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Professeur, bonjour. Bonjour, maître. Bien. Je ne vais pas vous entretenir longtemps. Je vous entretiens autour de des grenades qui ont été jetées dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Vous maintenez cela? Oui. C'était à quel dessein ces grenades ont été jetées? Qui peut comprendre le dessein de la personne qui jette une grenade sur des personnes civiles qui, de plus, appartiennent à un corps particulier, les professionnels de santé? Je ne sais pas quel était leur dessein. Certainement pour faire du mal, forcément. Il y avait des attroupements des médecins qui ripostaient contre l'arrivée des militaires? Non, les médecins ont protesté et ont montré leur colère pour la présence militaire. Mais il n'y a pas eu d'affrontement physique. Non. Mais ils n'étaient pas contents, vu ce qui était en train de se passer, que des militaires soient là. Et les blessés? Pardon? Les blessés? Les blessés étaient dans la salle, dans un autre endroit. Si vous connaissez l'hôpital Donka, vous avez un grand portail, vous avez à l'époque un portillon d'un côté, et puis le service des urgences, c'est le bâtiment qui, en entrant à l'hôpital, est sur votre gauche. Bien. Est-ce qu'il y a eu des victimes? Qu'est-ce que vous appelez victimes? C'est-à-dire à la suite de ces grenades qui ont été jetées par les militaires. Non, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes? Pas que je me souvienne, parce que j'ai eu l'impression que c'était un fumigène plutôt. Ça a dégagé de la fumée, mais bon, on a entendu une explosion, ça a dégagé de la fumée, mais il n'y a pas eu de blessés. Autant que je me souvienne, non. Aucun militaire n'avait été agressé dans l'enceinte de l'hôpital? De toutes les façons, ce jour-là, aucun homme normal n'aurait osé affronter un militaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs,
Professeur, je voudrais d'abord vous demander si vous avez des informations concernant les fosses communes, parce que le professeur Hassan Ba nous a dit ici il y a 25 corps non identifiés au Cameroun. Est-ce que vous aussi, parce que vous êtes une grande personnalité, vous êtes de l'hôpital, en quelque sorte, je peux dire, vous avez géré cette situation. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal qu'il y a une fosse à tel lieu de notre pays? Merci pour ça. Je n'ai aucune information concernant les corps. Ça ne fait pas partie de mes compétences à l'hôpital. Bien. Professeur, en tant que témoin, bien entendu, votre témoignage c'est pour le tribunal. Ces crimes-là, sont-ils des crimes de masse en tant qu'intellectuel? Je crois que ça va de soi. Il y a eu plusieurs blessés. Merci. Est-ce que vous savez qu'en matière de crimes de masse, on recherche les chefs hiérarchiques d'abord? Est-ce que vous savez cela? Je suppose, oui. Bien. Non, je vous remercie toujours. Et enfin, pour moi, étant des crimes contre l'humanité, professeur, pensez-vous que ce sont les 11 personnes-là seulement qui peuvent commettre ces crimes-là en ce moment? Bon, c'est une question difficile, mais ce n'est pas à moi qu'il faut la poser, parce que ce n'est pas moi qui vais dire si c'est un crime contre l'humanité ou autre. Je pense que c'est à la Cour d'en décider. Ce n'est pas mon rôle. Non, on a dépassé. Moi, j'ai dépassé là-bas. Je voudrais vous demander de façon simple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes de la hiérarchie militaire ou civile ou de simples agents de l'État qui devraient être là, qui ne sont pas là? C'est ça la question. Et c'est la dernière. J'en sais rien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste une question ou deux. Professeur, est-ce que vous avez enregistré des décès hospitaliers au sein de votre service suite à ces événements-là? Non. Et est-ce qu'on peut quand même dire également que l'empêchement d'accès aux soins peut être établi, notamment par le refus d'accès au stade et le fait qu'ils viennent menacer au niveau de l'hôpital? Est-ce que c'est établi, on peut estimer qu'il y a une volonté d'empêcher que les personnes soient soignées? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je pense que les blessés, en tout cas, qui sont arrivés à l'hôpital, ont été pris en charge. Ok, je vous remercie, professeur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Bonjour, Monsieur le professeur. Professeur Keita, vous confirmez être à la gynécologie depuis 1979. Oui, c'est l'année où j'ai passé ma thèse, oui. Bien. Tout de suite, la défense vous a posé certaines questions pour faire croire qu'un médecin ne peut pas se déplacer, aller vers un malade. C'est vrai ça? Ça dépend du contexte et de la situation. Ça dépend du contexte. Est-ce que le contexte actuel, depuis 1979, vous l'avez une fois vécu? C'est-à-dire les viols qui se sont passés au stade du 28 septembre, le jour du 28 septembre, est-ce qu'une seule fois, vous avez enregistré des cas comme ça?
Bon, il y a eu des viols. Hein. Il y avait un violeur qui sévissait à Dixine, hein, qui violait les jeunes filles qui vendaient les arachides et les choses. Il a violé 9 jeunes filles, mais ça n'a rien à voir avec... Donc nous avons, c'est notre pain quotidien, nous avons régulièrement des personnes qui viennent avec des réquisitions pour établir la possibilité d'un viol ou non. Mais un viol aussi massif... Collectif, c'est la première c'est exactement de ça que je parle. C'est la première du viol collectif avec des instruments comme des baïonnettes, des bois. Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois d'en enregistrer? C'est la première fois. Est-ce que si vous prêtez, vous assistez les victimes de ces vols, de ces viols, est-ce que si vous les assistez, ce serait un délit? Bon, c'est un devoir, je trouve. Hein? Un devoir oui. de médecin. Bien. Quand vous avez été auprès des forces de l'ordre et de sécurité qui étaient là, ils vous ont tenu des propos comme quoi nous ne nous laisserons pas faire. Ah oui, les bérets rouges dans le quartier, oui. Oui, ils disent qu'ils ne se laisseront pas faire parce que les Ils n'ont pas responsables... dit, ça ne nous était pas adressé, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, tous ceux qui sont trempés dans cette histoire, nous allons nous en occuper. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais on avait l'impression qu'ils n'étaient pas dans un état normal. Parce que n'importe qui peut remarquer ça. Donc, ils avaient déjà affiché leur intention de faire du mal, de continuer à exercer leur sale besoin sur la population. En tout cas, ils n'étaient pas là pour protéger la population. Ça, je confirme. Ils n'étaient pas du côté de la population. Non. Bien. Docteur, on vient sur la question de responsabilité. On vous a posé des questions comme quoi ceux qui sont au box ici, vous ne les avez pas rencontrés, que vous n'avez vu personne parmi eux en train de violer, en train de battre, en train de donner des coups ou bien de donner la mort à quelqu'un. Qu'en est-il de la responsabilité? Parce que ceux qui sont au box étaient aux commandes au moment des faits. Et on ne peut pas donner un fusil à n'importe qui. Qui aurait armé ces bérets rouges, selon vous? J'en sais rien. Je pense qu'il y a des dispositions dans un État sur une institution qui donne des armes à des hommes qui ont été recrutés pour faire un travail donné. Et ce travail-là, en tout cas en ce qui concerne l'armée, c'est la protection de la population, dans mon entendement. Hein. Donc, à qui imputer cette responsabilité, selon vous? Je ne peux pas répondre à cette question, j'en sais rien. Mais je sais que quand il y a un crime, hein, c'est ce que les juges nous disent tout le temps, c'est qu'il y a ceux qui ont la main dans la pâte et puis il y a les commanditaires. De façon générale, c'est le raisonnement qu'on se tient. Bon, je ne peux pas aller au-delà, j'en sais rien. Je vous remercie, docteur. Merci, monsieur le président. Merci, honorable assesseur. Professeur, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question de précision. Vous avez parlé des rapports dont la copie aurait été remise à la commission d'enquête. Est-ce que vous disposez d'une copie de ce rapport actuellement? Je pense que ça a été déjà déposé. D'accord. En répondant à l'une des questions de monsieur le procureur, vous avez dit que les femmes qui ont été violées, ils ont affirmé qu'elles ont été violées par des militaires. Oui. Est-ce qu'elles vous ont donné un nom ou bien des noms? Je pense que c'est un rassemblement où personne ne se connaissait. Hein. À part les membres peut-être d'un groupement donné, ils ne connaissaient pas leurs agresseurs. Ils savaient que c'était des gens habillés en militaire. Et c'était même très précis. Hein. C'était des personnes habillées en militaire qui nous ont violés. C'est ce qu'elle disait. D'accord. Parmi les femmes que vous avez eu à traiter ou à examiner,
Est-ce qu'il y avait des mineurs? Oui, parce que je pense qu'il y a une de 16 ans et il y en a une de 17 ans. Ce sont les mineurs. D'accord. Et il y a de très jeunes personnes là-dedans. 20 ans, 25 ans, 24 ans. De par votre position, est-ce que vous avez appris que d'autres structures sanitaires avaient aussi accueilli des femmes comme vous à l'hôpital Donka? Oui. Le CMC de la Minière a reçu quelques-unes des violées. La Minière, c'est à côté de la cité, là, le petit centre qui est là-bas avait reçu quelques cas. Et puis il y avait des institutions privées à l'époque qui ont reçu des personnes violées. Et puis il y a des femmes violées qui sont venues directement au service de psychiatrie de l'hôpital Donka. Malgré tout, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu des femmes ou des blessés qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'hôpital? Ça arrive toujours. Vous savez, la mentalité de la personne violée est particulière. Ils ne viennent pas tout de suite. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas tout de suite, qui attendent des années pour venir. Et il y en a qui ne viendront jamais, parce qu'elles ont honte. Surtout que les militaires étaient en train d'obstruer, d'empêcher les gens d'aller à l'hôpital. Oui, même si ce n'est pas le cas, parfois les personnes même décident, puisqu'elles ne trouveront jamais compensation, de ne pas venir. Quand je dis compensation, c'est compensation morale et autres. Elles ne viennent pas. Je Ça vous fait remercie, partie Monsieur le Président. de l'attitude de la personne violée. Merci, professeur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Professeur Keita, est-ce que vous confirmez que vous avez découvert vous-même, ou en tout cas des médecins qui étaient dans votre service, des débris, des résidus de bois? Pas moi-même. Oui, ok. Pas moi-même. Dans les parties génitales de certaines femmes. Dans les parties génitales de ces femmes, oui. Est-ce que vous confirmez également, professeur Keita, que certaines femmes ont déclaré à ces médecins-là qui étaient dans votre service, qu'on avait introduit dans leurs organes sexuels des baïonnettes? Des canons de fusil. Des canons de fusil aussi. Et est-ce que ces médecins vous ont rapporté qu'ils ont constaté des blessures sur ces femmes-là? Ah oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut émettre qu'il s'agit d'une suspicion de viol s'il n'y a pas de traces. Professeur, est-ce que vous avez eu connaissance du nombre de femmes qui ont eu des problèmes psychologiques ou psychiatriques? Psychiatriques, peut-être qu'il y en a une ou deux, mais psychologiques, elles en ont toutes. Est-ce que certaines avaient contracté le VIH? Oui. Autant que je me souvienne, une. Vos services ont-ils délivré des certificats médicaux à ces femmes-là? Ces femmes ont eu les certificats, oui. Mais surtout, ces femmes ont été déclarées, ont été mises sur une liste sous anonymat, puisque c'est ce qu'on nous demande dans ce genre de situation. Les personnes ne sont pas obligées de répondre à d'autres questions. Donc elles ont des numéros, elles n'ont pas de nom. Je ne peux pas vous donner des noms, parce qu'elles n'ont que des numéros. Oui, vous ne pouvez pas de toute façon, parce qu'en fait, les femmes victimes de violences sexuelles, au cours de ce procès, ont été entendues dans le cadre du huis clos. C'était pour préserver leur sécurité, préserver leur dignité aussi. Professeur, je vais rebondir sur quelque chose que la directrice de l'hôpital a dit ici. Elle dit qu'elle n'a pas eu connaissance qu'il y ait eu, en tout cas, une agression de l'hôpital au point que ce soit quelque chose de grave. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous pouvez nous donner l'heure à laquelle ces bombes lacrymogènes se sont retrouvées à l'intérieur de l'hôpital? C'était dans l'après-midi. C'était en tout cas au-delà de 17 heures. Mais je ne peux pas. Il y a plusieurs années que ça s'est passé. Je ne peux pas vous donner l'heure précise, mais c'était
dans l'après-midi, proche de la soirée. Il était plus de 17h, ça j'en suis sûr. D'accord. Et dans ce cas de figure, qui n'est pas un cas de figure normal, est-ce qu'il est possible que lorsque une agression comme ça est perpétrée contre un hôpital qui reçoit cette vague de personnes blessées, de victimes de violences sexuelles, est-ce qu'il est possible que dans le cadre de l'organisation des services de l'hôpital, que vous ayez eu un point, un staff pour parler de ça, ou au moins pour échanger des informations sur la conduite à tenir? Bon, vous savez, l'hôpital, c'est un peu compliqué. Les staffs sont interservices. C'est-à-dire que chaque matin, toutes les équipes se réunissent pour discuter de leurs problèmes, des évacuations qu'il y a eu entre les autres services, et puis les chefs de service s'informent sur le devenir des personnes qui ont été vues et qui ont été référées dans une autre unité de l'hôpital. Après, tous les mois, il y a ce qu'on appelle le monitorage. Le monitorage, c'est une activité qui est aussi administrative et clinique, où on discute des cas qui ont été vus, tous les cas qui ont été vus dans l'hôpital, mais aussi des décisions administratives qui ont été prises. C'est au cours de ce genre de réunion que tout ce qui s'est passé dans le mois peut être discuté. Ok, je rebondis encore sur la même question, professeur. Est-ce que vous estimez que ce type d'agression, que l'hôpital Donka a subi, était quelque chose de spécial ce jour-là? C'est spécial, oui, parce que ce n'est pas habituel quand même qu'un hôpital reçoive des fumigènes. Ok, je vous pose cette question parce que vous savez, on est tous quand même dans ce pays depuis plusieurs années et on sait qu'il y a eu un certain nombre de violences des années bien avant 2009. On se rappelle de 2007 où les mêmes actes de violence avaient été perpétrés, où on a empêché des prises en charge médicales. Quand même, on peut dénoter une certaine forme de culture de la violence dans ce pays, monsieur professeur. Vous, en tant que médecin, vous pouvez le confirmer. Ça, je confirme, hein, mais nous sommes tous citoyens de ce pays, nous avons tous vécu et nous savons ce qui se passe. Oui, oui. Professeur, moi je suis profane de tout ce qui est médical, mais on s'y intéresse parce qu'on est des hommes de droit, on est des avocats, donc on est tenu d'avoir une certaine culture qui va au-delà de la culture juridique. Je veux savoir, est-ce qu'en 2009 déjà, est-ce qu'il existait un protocole de prise en charge des violences sexuelles? Ah oui, ça existait. Et c'est justement ce protocole, pour respecter tous les aspects de ce protocole, que l'UNFPA et l'UNICEF en particulier, plus l'OMS, ont déposé ce qu'on appelle des kits de prévention. Dans les kits de prévention, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs aspects. Il y a la prévention des maladies infectieuses de façon générale, telles que l'hépatite B. On demande de vacciner toutes les personnes qui ont subi ce genre de parce qu'elles peuvent être contaminées par l'hépatite B. Il y a le kit VIH, maladie sexuellement transmissible. Il y a les différents prélèvements, les prélèvements dans tous les orifices. Il faut être sûr qu'il n'y a pas eu un germe. Et un traitement est délivré dans le cadre de la prévention de l'infection banale jusqu'à la prévention du VIH pendant un certain nombre de jours pour protéger la personne. Et aussi, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la pilule du lendemain, pour éventuellement empêcher les grossesses non désirées, qui sont dans ce cas-là effectivement des grossesses non désirées, donc, bien évidemment. Il y a tous ces éléments-là qui sont dans le kit. Et ce kit existait. Ok, nous avons entendu ici la directrice de l'hôpital. On se demande finalement s'il y avait une véritable collaboration entre vous, parce qu'ici, à la barre, il y a quelques jours, elle a affirmé qu'à l'époque, on ne parlait pas de viol, mais qu'on parlait de soupçon de viol. Ça évoque quelque chose en moi, professeur Keita, parce que vous, en tant que gynécologue, vos services ont quand même vu des femmes qui avaient des morceaux de débit, qui étaient blessées dans leur chair, dans leur sang, et qu'elle, directrice de l'hôpital, qu'elle vienne nous évoquer ici des soupçons de viol, c'est quand même difficile à comprendre. Non, peut-être elle voulait parler de suspicion de viol, parce que ce n'est pas au médecin de déclarer un état de viol, ça ne fait pas partie de notre fonction. Notre fonction, c'est de décrire les lésions qui ont été constatées et la possibilité
d'un viol, c'est le magistrat qui prononce qu'il s'agit bien d'un viol en ayant recoupé les informations et rassemblé tous les éléments de preuve qui lui permettent de dire que c'est un viol. D'accord. Professeur, il y a plusieurs femmes qui sont passées ici au huis clos. Certaines ont déclaré que suite à l'agression sexuelle qu'elles ont subie, elles ont eu, en fait, elles ont encore aujourd'hui des infections à répétition sur les organes génitaux et qui sont des infections qui reviennent à chaque fois. Est-ce que vous, en tant que gynécologue, vous pouvez l'expliquer? Et est-ce qu'éventuellement, il y aurait un lien entre ça et le trauma qu'elles ont subi? Le trauma, évidemment, parce que de toutes les façons, une femme violée n'oubliera pas ce jour-là pendant toute sa vie. Et ça a des degrés divers, et ça dépend de la personnalité de la personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une violée a toujours des problèmes psychologiques qui restent très longtemps dans la durée. Et certaines n'oublient jamais. Et il arrive des moments où elles ont des vraies crises de détresse, plusieurs années après. Ça, c'est quelque chose qui existe, effectivement. Ok, en tant que professionnel, vous estimez que les femmes qui s'en sortent le mieux, qui ont une certaine capacité de résilience, sont celles qui sont quand même dans un environnement, soit qu'elles sont indépendantes économiquement, ou alors elles sont dans un environnement familial qui leur apporte un certain soutien. Mais il se trouve que la plupart des victimes qui comparaissent, certaines ne sont pas dans cette situation, donc elles sont retraumatisées. Je confirme. D'accord. Merci, professeur. Merci, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Allez-y. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, je vais m'intéresser au cas, n'est-ce pas, de monsieur Ablaye Cherif Diaby, que j'assure la défense. Professeur, après les événements du 28 septembre, oui ou non, il y a eu ou vous avez entendu l'existence d'un certain nombre de commissions, notamment le comité de crise et la commission de restitution des corps. Vous avez entendu parler? On a entendu parler à distance parce que ça ne relève pas de nos compétences, ça relève des compétences du ministère et de l'administration de l'hôpital. Je le sais. Vous avez une compétence particulière et qui véritablement vous faites la fierté de ce pays. Alors, professeur, oui ou non, vous avez appartenu à une des commissions? Non. Oui ou non, le 28 septembre, ce jour-là, c'est un lundi, vous avez vu la présence de monsieur le ministre de la Santé, colonel Ablaye Cherif Diaby, dans l'enceinte de Donka? Oui, il est venu voir les blessés, oui. Oui ou non, il n'était pas en tenue militaire, si vous avez bonne souvenance, parce que ça fait au moins 13 ans ou 14 ans. Ouais, je ne m'en souviens plus, mais je pense qu'il est en tenue militaire quand même. Ce jour-là, il était en basin. Professeur, oui ou non, ce jour-là, il y avait à vos côtés ou aux côtés de monsieur le ministre et la directrice de Donka, Haya Fatou Sike, l'existence ou la présence de Dr Soiré. Vous l'avez vu? Autant que je me sache, oui. C'est le directeur, c'était le chef de service des urgences à cette époque-là. Tout à fait. Donc ça me paraîtrait tout à fait logique qu'ils soient ensemble. Parfait. Et effectivement, la présence du professeur Biro. C'est le chirurgien-chef. C'était le chirurgien-chef de l'hôpital. Parfait. Je n'étais pas présent quand ils étaient ensemble. D'accord. Je suppose. D'accord. Oui ou non aussi, vous avez entendu la présence de Dr Sékou Kondé. Dr Sékou Kondé était le directeur national des établissements et services de soins. Tout à fait. Directeur national des hôpitaux, c'était lui. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, et effectivement, vous avez aussi la présence de professeur Nabi Daouda. Professeur Nabi. Quel Nabi? Daouda.
Sauf que... Le chirurgien. Oui. Professeur Nabi Daouda Kamara, que Dieu ait son âme, c'était le chef de service de chirurgie générale de l'hôpital Ignace Dine. Professeur, je crois, sauf erreur de ma part, vous avez eu à donner des cours au professeur et au monsieur le ministre de la Santé. Sauf erreur de ma part. Vous l'avez enseigné. Lequel? Abdel Chérif Diaby. Non seulement je l'ai enseigné, j'ai été le directeur de sa thèse. Parfait. Professeur, pour le moins dire, le petit temps que vous avez fait ensemble, ou le temps que vous l'avez accompagné, pensez-vous que cet homme puisse être à mesure de proférer des injures à des situations pareilles ou porter des coups sur des victimes qui sont venues à l'hôpital pour être soignées? Pensez-vous qu'il a cette possibilité de le faire moralement? Dans le cadre de ce qui nous liait, qui était les relations entre enseignés et enseignants, oui, et dans le cadre de la rédaction de sa thèse, je pense que nous avons eu de très bons rapports et j'ai toujours apprécié son comportement. Dans ce cadre-là, oui, je peux répondre. Mais au-delà, je ne peux pas répondre. Mais dans ce cadre-là, oui, il est quelqu'un qui était calme quand je l'avais comme étudiant et qui a travaillé pour passer sa thèse, bien qu'après il a changé d'orientation pour faire d'autres types d'études, après l'obtention de son doctorat en médecine. Vous savez, avec la permission de Monsieur le Président, quand je vous rappellerai de La Fontaine Fable, La Fontaine, l'écrivain là. Là? La Fontaine Fable. Ah, les fables de La Fontaine. Oui, naturellement. Qui a défini l'enfant? Que l'enfant n'est pas une plante qui pousse dans un pré. C'est une conscience qui se forme et qui se développe. Que l'éducation d'un enfant commence à la maison et finit à la porte. Et à l'école, le maître complète celle-ci. Vous l'avez eu en tant qu'étudiant. Vous connaissez au moins sa moralité. Je dis dans les mesures de nos relations d'enseigner enseignant, je trouve que c'est un élément sur lequel on pouvait compter en tout cas. Parfait. Mais c'est tout ce que je peux dire. C'est vrai. Professeur, vous savez, l'une des obligations d'un témoin, c'est ce que vous êtes en train d'accomplir. Parmi les 3 obligations, l'obligation de comparaître, vous l'avez fait. L'obligation de dépôt, vous l'avez fait. L'obligation de sincérité, vous êtes dans ça. Professeur, est-il possible pour un ministre de la Santé, fut-il à l'époque, que l'intéressé soit capable, ou soit dans les possibilités, en présence du public, dans un événement de taille, comme 28 septembre, et que cet intéressé puisse être à mesure de porter des coups à des malades, à des blessés ou à des morts des corps? Est-ce que c'est possible? C'est une question difficile que vous posez, je n'en sais rien. Ça, je n'en sais rien. Alors, est-ce que vous avez vécu ça? Pardon? Est-ce que vous avez vu ça à Donka? Non. Est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu, mais je n'ai pas vu. Vous savez, le fait d'entendre, en tant que témoin, il y a 2 situations qu'il faut régler. Entendre par la personne qui n'est pas vous-même, dans la bouche de quelqu'un d'autre que vous avez vu physiquement et que vous pouvez identifier. Ça, c'est entendre. Oui. Mais lorsque vous entendez du bruit que je puisse qualifier ainsi, vous n'avez pas l'identité de la personne qui parle. Vous n'avez pas la connaissance réelle de la personne qui est en train d'évoquer la situation. Est-ce que ça, c'est une information fiable? Est-ce que je vous ai parlé? J'ai dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas vu. C'est ce que je vous ai dit. Ah d'accord. Je suis d'accord.